Essentiel, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Nous recevons ce matin Harlem Désir, député européen et numéro 2 du Parti Socialiste. Bonjour Harlem Désir. Bonjour. Vous étiez à Londres hier avec François Hollande, on a vu les images à la télévision. Il a rencontré des Anglais, des Français, notamment des étudiants et des jeunes actifs français. Il a rencontré son homologue anglais. On a envie de dire, c'est un peu le minimum, mais il n'a pas rencontré quand même David Cameron, qui est au pouvoir à Londres. Est-ce que c'est pas quand même ennuyeux, alors que François Hollande risque d'être demain peut-être président de la République ? François Hollande est allé à Londres porter un message sur la régulation de la finance, sur la nécessité d'un pouvoir démocratique fort face à un système financier qui dérégule l'économie. Et il porte des réponses avec les autres progressistes européens. David Cameron n'a pas souhaité saisir cette occasion pour le rencontrer, mais François Hollande l'a dit. Il rencontrera évidemment ses homologues, les chefs d'État ou de gouvernement des autres pays européens, après l'élection, si les Français lui donnent le mandat pour cela. Et cela donc n'entame en rien les relations et l'amitié qui doit exister entre la France et l'Angleterre. Mais il a souhaité d'abord aller faire campagne partout où il y a des Français. Il y a énormément de Français, notamment de jeunes Français qui vivent et qui travaillent à Londres. Il y a reçu un accueil enthousiaste. Il ne faut pas croire que tous les Français qui travaillent à Londres, même ceux qui travaillent dans le secteur financier, ne souhaitent pas qu'il y ait des règles, qu'il y ait des taxes sur les transactions financières, qu'il y ait même des sanctions. Et François Hollande a eu le courage de dire cela là-bas à Londres. Et puis, partout, les progressistes en Europe attendent cette victoire de la gauche. Il est à la tête d'un front des progressistes européens face au front des conservateurs, dont M. Cameron fait partie, et qui, eux, c'est vrai, soutiennent M. Sarkozy. Sur l'international tout de même, dans un monde très mondialisé où l'Europe est quand même un sujet majeur, on s'aperçoit que, par exemple, quand Laurent Fabius va en Chine, il n'est pas reçu par les principaux dirigeants. C'est le seul endroit. Il ne voit pas David Cameron. Il n'y a pas eu de rencontre pour l'instant entre François Hollande et Angela Merkel. Est-ce que c'est pas un petit souci quand même, alors que demain, il peut accéder encore une fois à de hautes responsabilités? Il n'y a pas de grand voyage prévu pour François Hollande. Je sais bien que c'est un parti pris de sa part. Il le fera sans doute après, en cas de victoire, mais quand même. Bon, d'abord, il y a aussi des pays, moi je l'ai accompagné à Rome, il a été reçu par le chef de l'État, Giorgio Napolitano. Il est évidemment, et il y aura des rendez-vous soutenus par les leaders, les premiers ministres ou les chefs d'État qui sont de notre camp politique. Par exemple, il y a peu de pays aujourd'hui en Europe, mais c'est le cas du Premier ministre qui assume la présidence tournante de l'Union européenne, Madame Helle Thorning-Schmidt du Danemark, c'est le cas du Premier ministre Di Rupo en Belgique. Mais il y a aujourd'hui une majorité conservatrice qui s'est alliée avec Monsieur Cameron, Madame Merkel, derrière Nicolas Sarkozy. Il peut les faire défiler à Paris pour qu'ils lui manifestent son soutien. Je ne suis pas sûr que ça impressionne beaucoup les Français, parce qu'ils incarnent une impasse européenne, l'Europe de l'austérité qui n'arrive pas à sortir de la crise, qui n'arrive pas à apporter des réponses à la crise grecque. Et pendant qu'il y est, il peut aussi faire venir Monsieur Orban, l'autoritaire Premier ministre de Hongrie, pour le soutenir. Je ne crois pas que ça montre... Ça, c'est pas prévu, hein. Oui, mais enfin, il était quand même Monsieur Orban, qui est toujours vice-président du Parti populaire européen, ce parti des conservateurs européens dont fait partie l'UMP, dans un meeting à Marseille avec Nicolas Sarkozy. Je ne crois pas que cela dessine une Europe qui apporte des réponses à la situation des citoyens et à leurs attentes d'une croissance nouvelle et d'une justice sociale. Anne-Laure Jumet. Certains dans votre camp parlent de pression directe de Nicolas Sarkozy pour qu'il ne soit pas reçu par des dirigeants internationaux. Est-ce que vous confirmez? Moi, je n'ai pas d'informations sur ce plan. Il y a des traditions diplomatiques. Encore une fois, les relations, elles ont lieu entre États, entre chefs d'État. Ce que je sais, c'est que, encore une fois, il y a dans toute l'Europe l'attente d'un nouveau cours pour les politiques européennes. Il y a partout, dans le camp progressiste, et il est reçu partout par celles et ceux qui préparent eux aussi des alternances, par nos camarades du SPD en Allemagne, qui pourront gagner, je crois, les prochaines élections par la gauche en Grande-Bretagne, par la gauche en Italie. Il est attendu parce que la victoire de François Hollande en France en mai cette année sera le signal qu'une autre orientation politique est possible en Europe. Alors, si on revient sur le cas londonien, une journaliste de The Independent, un journaliste disait il est presque invisible aujourd'hui en Angleterre. Est-ce que cette visite n'a pas fait un petit flop finalement? Bon, d'abord, il y avait énormément de presse anglaise. Il est normal que la presse internationale découvre François Hollande au fur et à mesure de la campagne. En même temps, les propositions qu'il a avancées sur le soutien à la croissance qu'il faut aujourd'hui apporter en Europe et pas simplement des politiques de restriction budgétaire, sur la régulation de la finance, sur la justice fiscale.
tout cela... Vous dites que la justice fiscale, apparemment, la dernière proposition d'élever à 75% le taux d'imposition des très hauts revenus, c'est pas franchement partagé par son homologue Ed Miliband en Angleterre. Enfin, il veut plutôt 50% d'imposition. Chacun dans son pays fait ses propositions. Il y a des différences entre les uns et les autres, entre les travaillistes anglais et les socialistes français. Moi, ce qui me frappe dans ce débat depuis quelques jours, depuis 48 heures, on voit la droite qui dit catastrophe, attention avec ces 75% d'imposition pour les gens qui gagnent plus d'1 million au-dessus. Pour la partie au-dessus du million d'euros par an. Quand même, 85 000. Qu'est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui gagnent plus de 85 000 euros par mois? Malheureusement, il y en a. Je ne crois pas qu'ils seront privés des conditions de bien vivre si au-delà, il y a cette taxation. Mais franchement, on a vu là maintenant le candidat du peuple se transformer en touche pas à mon millionnaire. Hein. Maintenant, c'est devenu sauvons les riches. On voit bien le subterfuge de ce positionnement de campagne qui était celui de Nicolas Sarkozy. Et je crois qu'il y a une certaine indécence à voir la droite se transformer en syndicat des riches au moment où nous sommes dans une guerre économique, où nous sommes encore en pleine crise, où on demande des efforts à tous les salariés, où les salaires sont bloqués dans les entreprises, où on sait qu'il y a de la part de la droite la proposition par ailleurs de faire une TVA, elle, à 100% contre les ménages. Hein, cette hausse de la TVA, elle frappera tous les Français et qui s'insurgent parce que François Hollande a le courage de dire qu'il faudra que tous participent aux efforts et que oui, les ultra-riches qui sont au-delà de 85 ou 100 SMIC, eh bien, il faudra qu'ils aient une imposition de 75, une tranche de 75% sur cette part-là de leurs très hauts revenus. Sur l'école, Anne-Laure Jumet. En tout cas, sur l'école, Nicolas Sarkozy a un peu de mal à avancer et à exister. Hein. Vous avez réussi un beau coup, on peut le dire, avec cette taxe 75%, puisqu'elle a un petit peu noyé la proposition sur l'école de Nicolas Sarkozy. Mais quand même, il y a une mesure qui a été un peu moins commentée que d'autres. Nicolas Sarkozy veut remettre en cause cette règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite dans le primaire. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose finalement ? En tout cas, c'est un aveu d'échec. C'est un mea culpa du président de la République. Il essaye, cela dit, maintenant de faire oublier sa politique désastreuse à l'encontre de l'école de la République en sortant un sac à promesses, y compris sur les rémunérations des enseignants. Mais son sac à promesses de candidat ne fera pas oublier le saccage de l'école de la République du président Sarkozy pendant 5 ans. Plus de 70 000 suppressions d'emplois, près de 10% des effectifs des enseignants. C'est une triple faute. C'est une faute contre les élèves et contre l'égalité des chances. C'est une faute contre la République qui doit former sa jeunesse. Mais c'est aussi une faute économique parce que l'avenir de notre pays, c'est au contraire d'investir dans la formation, dans l'éducation à tous les niveaux, du plus jeune âge jusqu'à l'université. Eh bien, aujourd'hui, je crois que ce n'est pas avec ces petits atermoiements, enfin, en reconnaissant pour une part que c'était une erreur de ne pas remplacer les départs d'enseignants à la retraite, que Nicolas Sarkozy fera oublier au monde enseignant qu'il a méprisé l'école publique, qu'il a méprisé les instituteurs dans le discours de Latran en prétendant que l'autorité du prêtre ou du pasteur serait toujours supérieure à celle de l'instituteur et qu'il a, encore une fois, entamé très gravement les moyens qui doivent être donnés aujourd'hui à notre école. Toujours sur cette question-là, sur l'école et l'éducation, mieux ou plus rémunérés, par exemple, les enseignants plus présents à l'école. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque? Ça, c'est quelque chose qu'il a annoncé. C'est sur le principe. Oui, mais c'est pourquoi je dis que Nicolas Sarkozy ressort son sac à promesses. On se souvient que dans la campagne de 2007, il avait déjà dit moi, je donnerai la priorité à la rémunération des enseignants. Il y aura peut-être moins d'enseignants, mais en tout cas, ils seront mieux payés. On a vu ce qu'il en a été. Qui a été reversée un petit peu. Mais il n'y a pas eu du tout d'augmentation du pouvoir d'achat des enseignants. Il y a eu à peine le suivi de l'inflation. La réalité, c'est que les enseignants, évidemment, travaillent en France comme dans les autres pays d'ailleurs, beaucoup plus que le nombre d'heures qu'ils passent devant les élèves, parce qu'il faut préparer ses cours, parce qu'il y a les corrections de copies, parce qu'on s'occupe de recevoir les parents d'élèves. Donc c'est caricatural, il y a quelque chose d'insultant à faire croire que les enseignants ne travailleraient, ne feraient vraiment leur service que si il y avait une carotte de rémunération supplémentaire. Ce qui passionne d'abord les enseignants sont des gens qui ont la vocation, c'est de s'occuper des enfants, et ils le font avec les moyens qui sont de plus en plus restreints et qui ont été restreints pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. Quant à la proposition précise qui a été faite, elle consiste quand même à proposer à des enseignants de faire près de 25% d'horaires supplémentaires en ne les payant que 15% de plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'être payés en heures supplémentaires
comme serait, comme le sont, oui, mais ce serait 8 heures de plus, donc ce serait, une augmentation de 44% des horaires de service pour une augmentation de 25% des salaires, ce qui est moins que le paiement des heures supplémentaires qui existe déjà aujourd'hui à l'éducation nationale. D'ailleurs, il y a déjà des enseignants qui font des heures supplémentaires, mais surtout les enseignants font beaucoup d'activités en dehors du temps qui est décompté par leur statut, parce que, encore une fois, ils s'investissent dans la préparation, dans le suivi des cours et de leurs élèves. Arlène Désir, on est à quasiment 50 jours du premier tour. On regarde évidemment quand même les sondages, mais qui ne sont qu'une photographie à un instant donné. Est-ce que vous pensez que tout va bien, que je dirais que la victoire est à portée de main, et qu'est-ce que vous pensez un peu du ton de la campagne? Bon, d'abord, François Hollande, lui, il fait une campagne qui n'est pas simplement indexée sur les sondages, qui sont bons. Il est en tête dans les sondages de second tour, il l'est aussi dans les sondages de premier tour. Mais vous il ne veut croyez pas un petit frémissement, comme on le voit? Je crois qu'à partir du moment où Nicolas Sarkozy est entré en campagne, eh bien, évidemment, on le sait, il y a un rapport de force politique entre la droite et la gauche qui n'a jamais été dans ce pays de 60 à 40%, mais qui est beaucoup plus serré, qui demande une mobilisation de l'électorat. C'est pourquoi l'objectif de François Hollande, depuis le Bourget et tout au long de ses déplacements, c'est de créer la confiance, c'est de présenter aux Français, les yeux dans les yeux, région après région, déplacement après déplacement, ses propositions précises, le contrat qu'il veut passer avec eux, sa politique de redressement, non seulement des finances publiques, mais de l'industrie, de l'économie de notre pays. Et il faut que dès le premier tour, cette mobilisation soit la plus forte. Donc peut-être que ces sondages qui se resserrent, ils peuvent aussi d'ailleurs faire passer ce message que c'est le vote de chaque Français, de chaque citoyen qui fera la décision. On sent dans le pays, on le sent dans les déplacements de François Hollande, qu'il y a une envie de changement, qu'il y a une adhésion aux propositions qui sont faites par François Hollande en matière de justice fiscale, en matière d'emploi des jeunes, en matière d'éducation, en matière de politique européenne et de réorientation. Mais il faut maintenant transformer cette adhésion et cet espoir de changement en décision de voter de chaque Français. Vous craignez un gros score de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on voit des mesures, je dirais, bien à gauche, là, récemment, de la part de François Hollande? La gauche est diverse, et Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui le candidat qui est soutenu par le Parti communiste, et un front de gauche plus large, il y a toujours eu un candidat soutenu par le Parti communiste. Et ce qui est important, c'est que dans sa diversité, la gauche se prépare à se rassembler au second tour. Donc le premier tour de l'élection présidentielle a toujours été, c'est normal, le moment où s'expriment les diverses sensibilités des diverses familles politiques. Mais le message que nous voulons faire passer, c'est que puisqu'il y a une envie très large dans notre peuple, et en particulier à gauche, d'en finir avec Nicolas Sarkozy, de repartir sur d'autres bases de justice, de redressement dans notre pays, eh bien il faut qu'on se donne les moyens dès le premier tour de créer la dynamique qui permettra à François Hollande de l'emporter. Alors Jumet. Arlène Désir, une question économique ce matin, alliance confirmée entre PSA et General Motors. Les syndicats craignent pour les emplois, même si le constructeur français assure qu'il n'y aura pas de réduction d'effectifs. Est-ce que ça vous inquiète? Bien entendu, comme les syndicats, il y a une inquiétude que je veux exprimer aujourd'hui, car PSA cherche des alliances parce que le groupe lui-même est en difficulté. Quand on compare à d'autres groupes, à Volkswagen par exemple, peut-être qu'il n'a pas su suffisamment s'adapter à un nouveau contexte international. Mais PSA a été aidé par les pouvoirs publics au plus fort de la crise. Et à partir du moment où un groupe a fait appel à l'État quand il avait des difficultés, si aujourd'hui il passe des alliances, je crois qu'il doit aussi donner des garanties à la puissance publique et aux salariés que cette alliance ne se fera pas au détriment de l'emploi en France. On peut comprendre la volonté d'un groupe français qui est déjà de taille mondiale de s'allier avec d'autres groupes internationaux pour bénéficier de leur réseau, par exemple dans les pays émergents, voire sur le marché américain, et peut-être dans d'autres pays en Europe, puisqu'il y a Opel dans le groupe General Motors. Mais il faut des garanties que cela ne se fera pas au détriment des sites industriels en France. Pour l'instant, non, pour l'instant, il n'y a aucune garantie signée de la part de ce groupe vis-à-vis des pouvoirs publics. Or, encore une fois, comme Renault, dans lequel par ailleurs l'État est actionnaire, il ne joue pas d'ailleurs son rôle actif, je crois, au sein de Renault, mais Peugeot aussi bénéficie très fortement du soutien des pouvoirs publics. Ce soutien devrait être conditionné, et je crois que le gouvernement devrait l'exiger, à des garanties que l'alliance avec General Motors ne débouchera pas sur des suppressions de sites ou des suppressions de postes de salariés en France. Arlène Désir, toute dernière question, brièvement. En cas de victoire de François Hollande, si
par hasard, ou par exemple, Martine Aubry était appelée à des responsabilités gouvernementales, est-ce que vous seriez candidat au poste de premier secrétaire du Parti socialiste? Après tout, vous avez exercé ces fonctions, notamment pendant les primaires, et ça s'est plutôt bien passé. Je vous remercie de le noter, et je l'ai fait avec passion et avec, je crois, un succès pour nous tous, et avec le soutien très fort des militants socialistes. Mais je vous ferai le même type de réponse que Martine Aubry. Nous sommes en campagne pour gagner la confiance des Français et la victoire de François Hollande. Et nous ne sommes pas là en train de dire que fera tel ou tel après la victoire. La victoire, nous l'espérons pour les Français, et nous serons tous les premiers des militants du succès du futur président François Hollande si nous l'emportons, quelles que soient nos fonctions. Merci Arlène Désir, très bonne journée à tous sur Radio Classique et Public Sénat.